Merci Madame la Première adjointe. Chers collègues, cela fait des années que les associations le réclament, soutenues par des élus. Des années que nous disons que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles nécessite des moyens et que ces moyens font cruellement défaut dans notre pays. Pourtant, la lutte contre les violences faites aux femmes avait été proclamée à 2 reprises grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron. Une grande cause pourtant bien insuffisamment dotée et outillée. La libération de la parole, engendrée notamment par le mouvement MeToo, a conduit à une hausse importante des dépôts de plaintes, mettant en évidence le caractère massif et systémique des violences sexuelles et sexistes dans notre pays. Pour rappel, quelques chiffres glaçants. Une femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France. Un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30. Les femmes handicapées sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine. Cette année, 48 féminicides par compagnon ou ex-compagnon ont déjà été recensés. 16% des Français et des Françaises ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance. 160 000 enfants en sont victimes chaque année en France. Face à ces faits d'une gravité extrême, nos politiques publiques ne sont pas à la hauteur. Pour ne prendre qu'un exemple, 94% des plaintes pour viol avaient été classées sans suite en 2021. Dans ce contexte, des organisations féministes et enfantistes se sont constituées en coalition en octobre 2024 et ont proposé 140 mesures en vue de l'adoption d'une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Nous tenons à saluer leur engagement, leur expertise et leur détermination. Une coalition de parlementaires s'est ensuite emparée de ce travail pour aboutir à une proposition de loi déposée le 2 décembre 2025 par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez, co-signée par 166 parlementaires issus de 8 groupes politiques différents. Cette loi propose de nous doter d'outils législatifs, juridiques et de moyens budgétaires à la hauteur de la situation dramatique que je viens de rappeler. Je me permets de citer un extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi. Le statu quo n'est plus tenable. Les violences sexistes ou sexuelles ne sont ni exceptionnelles, ni isolées, ni inéluctables. Elles sont structurelles, systémiques et systématiques, enracinées dans des rapports de domination encore trop profondément ancrés. Il apparaît donc indispensable de transformer ce sursaut collectif en avancées politiques concrètes et durables et de ne pas laisser cette mobilisation historique devenir un rendez-vous manqué. Pour ce faire, la loi propose d'agir sur tous les leviers. Réforme de la police et de la justice, en créant notamment des unités et des juridictions spécialisées. Protection des enfants, avec l'instauration d'un dispositif de détection systématique et un meilleur accompagnement. Prévention et prise en charge des violences sexistes et sexuelles au travail. Renforcement du rôle déterminant des professionnels de santé et lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Des dispositions spécifiques, enfin, concernant des sujets pas assez traités actuellement, comme les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés ou encore les cyberviolences, ou des dispositions au sujet des populations plus vulnérables comme les personnes étrangères ou en situation de handicap. Seule une action d'ampleur et coordonnée permettra de lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. L'actualité récente, marquée par la mort dramatique de la petite Liana, a suscité une mobilisation sans précédent pour l'adoption de cette loi intégrale. Depuis le dépôt de notre vœu le 19 juin dernier, le Premier ministre a annoncé l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Parlement à l'automne. Nous saluons bien évidemment cette décision, mais j'ai envie de dire, il était temps. Ici à Lyon, la ville agit depuis plusieurs années pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Conditionnement des subventions aux clubs sportifs, déploiement du dispositif Angela, formation de la police municipale, soutien à l'ouverture de la Maison des femmes et au tissu associatif, financement de postes d'intervenants sociaux en commissariat, mise à disposition d'appartements. De nouvelles actions qui ont été annoncées par Monsieur le maire seront mises en œuvre à la rentrée.
Notre engagement sur ce sujet nous conduit donc à être vigilants sur plusieurs points concernant l'adoption de cette loi intégrale. Nous serons vigilants à ce que le calendrier législatif annoncé soit tenu, et notamment que la navette parlementaire puisse se tenir avant la suspension des travaux du Parlement prévue en février 2027. Nous serons également vigilants à ce que la portée et l'ampleur de cette loi ne soient pas amoindries et à ce que les moyens nécessaires à sa pleine mise en œuvre soient engagés. En effet, les 150 associations à l'origine de la demande sur la loi intégrale estiment le besoin à 2,6 milliards d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont 344 millions spécifiquement sur les violences sexuelles. Actuellement, l'État ne dépense que 12,7 millions d'euros en la matière. Nous espérons donc que le gouvernement investira, pour une fois, à la hauteur des enjeux. Le vote de cette loi doit permettre à notre pays de disposer enfin d'une politique nationale ambitieuse, cohérente, transversale et coordonnée, avec des moyens à la hauteur et un soutien renforcé aux associations. Nous appelons également à une coalition des collectivités territoriales pour soutenir cette politique. Et nous nous tenons bien évidemment pleinement disponibles pour y contribuer. Enfin, je rappellerai que notre vigilance, c'est aussi celle qui doit nous animer en tant qu'élus de la République. Être titulaire d'un mandat électif nous oblige, au regard de la confiance apportée bien sûr par les électeurs et les électrices, mais aussi au regard de notre statut, qui doit être synonyme de responsabilité juridique et éthique. Ainsi, lorsque nous apprenons des faits graves, tels que le viol d'une jeune femme dans des conditions particulièrement ignobles, ce qui doit nous guider est avant tout l'accompagnement de celle-ci, sa protection immédiate, plutôt que l'omerta et les calculs politiciens. Je vous